Donc bonjour à toutes et à tous, virtuellement si l'on peut dire, c'est triste mais c'est les temps. Donc je vais vous présenter moi pas du tout ce que je fais en tant que chercheuse, mais ce que je fais en tant qu'intellectuelle, en tant qu'historienne, quand j'interviens dans l'espace public et plus particulièrement le travail que je fais de vulgarisation, de passage du savoir historique dans les réseaux sociaux et en particulier sur Twitter, parce que je peux le faire aussi dans d'autres espaces, ce travail de vulgarisation scientifique et historique, mais je vais surtout vous parler là de Twitter. Alors d'abord, pour vous dire très rapidement ce que je fais concrètement, je fais sur Twitter des fils Twitter qui sont des cours d'histoire. Alors je vais vous en montrer un parce que ce sera beaucoup plus simple à expliquer. Voilà, c'est le dernier que j'ai fait à l'occasion de l'anniversaire de la mort de Louise Michel. Donc, j'explique que c'est l'anniversaire de sa mort. Et ensuite, je poste une série de fils que je relis, ce qui permet qu'on puisse les lire, d'où le terme, c'est un thread en anglais ou un fil. On les lit les uns après les autres, on peut les défiler avec la bio de Louise Michel, un certain nombre de documents historiques que je mets avec ce fil. Alors parfois, c'est une bande dessinée, mais sinon, c'est des documents historiques et je déroule donc son histoire. À la fin, je termine par un certain nombre de citations et en général, à la fin, évidemment, de la biblio pour ceux qui voudraient en savoir plus. Bon, là, je suis obligée de passer vite. C'est facile à retrouver, donc si vous voulez en voir plus, on peut les voir donc sur mon compte. Alors, j'ai en gros un fil Twitter. Un tweet, c'est 280 signes. Donc, évidemment, ça ne permet pas de dire grand-chose. Mais quand on fait un fil comme ça, en les mettant les uns après les autres, au bout du compte, je transmets l'équivalent d'une notice encyclopédique. Mes fils font en général entre 10 000 et 15 000 signes. Donc, il y a quand même du contenu, mais ce n'est pas un article de 30 à 40 000 signes et c'est de la vulgarisation. J'ai dans ce travail d'éducation populaire et de diffusion du savoir une ligne éditoriale que j'expliquerai par la suite, qui est celle de ce que j'appelle une histoire émancipatrice, ce qu'on peut aussi appeler une histoire populaire, une histoire plus engagée, c'est-à-dire que je diffuse en gros l'histoire des luttes et des rêves de l'histoire française essentiellement, mais parfois européenne, parfois mondiale, et essentiellement du 19e avec un peu de 20e. Alors pourquoi est-ce que je ne fais pas de fil sur histoire médiévale, moderne, etc. Parce que je suis contemporanéiste et je reste intimement persuadée que l'on ne vulgarise bien que ce que l'on maîtrise. Or, moi, je maîtrise mal les périodes antérieures que je connais mal, et donc je peux faire des erreurs en vulgarisation. Alors que pour vulgariser du 19e siècle et sur certains thèmes, pas sur tous, du 20e siècle, là, je ne fais pas d'erreur. Je connais suffisamment bien à la fois le contexte, mais aussi les éléments précis pour vulgariser. Je ne crois pas à la vulgarisation de quelque chose que l'on ne connaît pas. Je pense que la bonne vulgarisation s'appuie en fait sur un savoir très maîtrisé et que c'est aussi pour ça qu'elle est réussie. Alors ce choix, c'est aussi un choix militant que j'assume. J'assume de diffuser une histoire engagée. C'est-à-dire que je pars du principe que l'histoire, de toute façon, n'est pas neutre. Alors, évidemment, c'est peut-être quelque chose sur lequel on pourrait discuter, mais pour moi, l'histoire, je ne suis évidemment pas la seule à le penser, n'est pas neutre, elle est nécessairement engagée. Évidemment, l'important, c'est de la méthode, la discipline, l'exigence scientifique, et c'est pour ça, d'ailleurs, que l'on ne peut vulgariser que ce que l'on connaît bien. En revanche, je vais y revenir, avoir des approches plus engagées. Pourquoi est-ce que je le fais ? D'abord parce qu'il faut voir que ce qui domine dans la sphère publique en France, c'est d'abord ce qui n'est pas tout à fait une histoire, et ensuite c'est un contenu très réactionnaire. En gros, en France, ce qui marche très bien, c'est Stéphane Bern, Laurent Deutsch, Franck Ferrand. Ce sont d'abord pas des historiens, à savoir que ce qu'ils transmettent comme récit du passé est complètement déconnecté de la recherche scientifique et comprend un certain nombre d'erreurs, et que par ailleurs c'est une approche donc très réactionnaire de l'histoire qui valorise la monarchie, qui valorise
qui dévalorise à l'inverse tous les phénomènes révolutionnaires, qui valorise la colonisation, dont elle ne voit que souvent que les effets positifs, qui ne parle que des grands hommes, qui ne parle donc pas des femmes, qui ne parle pas des ouvriers ni des ouvrières, des paysans ni des paysannes, qui ne parle pas des colonisés, qui ne parle que des dominants. Et c'est cette histoire que l'on retrouve non seulement dominante de façon éditoriale, le métronome de Laurent Deutsch se vend à des millions d'exemplaires, mais que l'on retrouve aussi, et c'est plus inquiétant, sur le service public. Et face à cela, les universitaires sont réduits à lister et à corriger les erreurs des émissions Secrets d'Histoire et autres, mais ce travail de déconstruction et de rétablissement des faits historiques reste très confidentiel et ne change pas grand-chose. Donc, je me suis lancée dans ce travail de vulgarisation avec un effet, une recherche de volonté d'équilibre, agir finalement dans l'espace où ces faussaires de l'histoire et ces réactionnaires agissent. Et évidemment, j'ai absolument pas l'audience d'une émission sur France 2, mais j'essaie de faire un minimum d'équilibre. Alors, par ailleurs, j'ai pu intervenir en tant qu'historienne contre des instrumentalisations politiques de l'histoire, à nouveau en restant toujours dans les domaines qui sont les miens, c'est-à-dire l'histoire politique et sociale essentiellement du 19e siècle. Et c'est ce qui a fait que j'ai été connue, en fait, parce que j'ai commencé par rectifier le Premier ministre de l'époque, Emmanuel Valls, qui se saisissait de la figure de Marianne dans le cadre c'était un moment où on s'en prenait aux femmes en burkini sur les plages françaises et qui avait dit Marianne a le sein, a la tête couverte, a la tête dévoilée, le sein couvert. Enfin bon, il racontait un peu n'importe quoi. Donc j'ai fait une histoire de la figure de Marianne. Ensuite, Nicolas Sarkozy, qui expliquait que nos ancêtres étaient les Gaulois. Donc à nouveau déconstruction, avec l'aide d'ailleurs d'historiens de la période pour parler des Gaulois, mais aussi pour expliquer d'où venait cette image de nos ancêtres les Gaulois. Et plus récemment, Macron qui disait un certain nombre d'erreurs sur l'usage du français en France. Alors, ces interventions sur l'espace public, elles fonctionnent objectivement. Je suis assez connue sur Twitter. Ça fait crâneuse de dire ça, mais je ne vais pas le cacher. J'ai 93 000 abonnés, ce qui fait de moi, en fait, en France, l'historienne la plus suivie sur les réseaux sociaux. Alors, en vrai, je suis derrière donc Berne. Et comme Berne n'est pas un historien au sens scientifique du terme, disons que la première universitaire en histoire sur les réseaux sociaux, c'est moi. Mais bon voilà, il y a Secret d'Histoire avant ça. C'est assez repris ce que je fais parce qu'en fait, c'est des supports de cours pour des profs dans le secondaire, moins dans le primaire parce que c'est quand même ce que je fais du niveau L1. Donc, c'est quand même… je dis, c'est une notice encyclopédique, donc c'est pas très facile de le reprendre dans le primaire. Ce qui est intéressant, c'est que c'est de plus en plus repris par les journalistes. Les journalistes, en fait, je leur simplifie un peu le travail par moment, comme je travaille beaucoup sous forme d'éphéméride, vous l'avez vu avec la mort de Louise Michel, donc je profite. Ce qui fait que, par exemple, quand c'est le 1er mai et que je fais une histoire du 1er mai, eh bien, ça permet aux journalistes d'avoir des éléments historiques pour faire un substrat historique à leurs articles et qu'ils le reprennent, ou sur le 8 mars, enfin, tout un tas d'occasions. C'est une intervention qui n'est pas évidente à faire parce que il y a le côté connu, sympa, les gens à qui s'appeler et ça c'est agréable, mais aussi je vous apprendrai pas que Twitter est une arène, c'est un espace de violence, de trollage, de harcèlement et avec en plus mon parti pris qui est de faire l'histoire des dominés, de faire l'histoire des femmes et de m'en prendre à ce que l'on appelle en France le roman national, et ben je me prends un certain nombre d'attaques assez violentes. Ça m'est arrivé de porter plainte, même au commissariat pour des réponses que j'ai eues, et des attaques alors la difficulté c'est qu'on ne peut pas vraiment m'attaquer sur ma position institutionnelle qui est solide. En revanche, d'abord, je me fais attaquer comme femme, donc des attaques sur le physique, etc. Bon. Et puis, l'idée que je ne serais pas une vraie historienne, mais je serais militante. Ce qui pose toujours ce problème de l'histoire serait-elle neutre? Non, bien sûr, mais d'aucuns le pensent, même si en fait ils considèrent que Berne est neutre et moi non, alors que Berne est tout aussi militant que moi d'une certaine façon. La différence, c'est que lui n'a pas de méthode historique. Et c'est vrai que ce qui me
m'expose à ces attaques, c'est que mon compte Twitter n'est pas qu'un compte de cours historique, mais c'est aussi un compte de citoyen, enfin de citoyenne, dans lequel j'exprime sans m'en cacher mes positionnements féministes, mes positionnements antiracistes. Et pour beaucoup, le fait que ce soit sur le même fil est considéré comme preuve de la délégitimation de mon travail, alors que justement, moi, ce que j'essaie de montrer, c'est que pas du tout. Historiens et historiennes, nous sommes aussi citoyens et citoyennes. Nous intervenons en tant qu'intellectuels, c'est-à-dire positionnés, enfin, situés politiquement et socialement dans l'espace public, et qu'il est donc très important de montrer les deux ensemble, en montrant que ce n'est pas parce qu'on est militant que l'histoire que l'on fait n'a pas le sérieux et que l'aspect militant de notre travail n'est pas dans le fait que ce que l'on dit serait faux, mais dans le choix, voilà, le fait que je choisisse de parler des dominés ou que je choisisse de déconstruire les processus de domination est un choix militant, mais la méthode est une méthode scientifique, historique, avec ses règles d'administration de la preuve et ses exigences disciplinaires. Voilà, pour terminer, parce que je n'ai pas trop regardé le temps, donc j'espère que je n'ai pas dépassé. C'est quelque chose qui me demande énormément de temps. Je pense que l'on ne mesure pas souvent le travail qu'il y a en amont pour préparer ces fils, parce que non seulement, bon, il y a le travail de la recherche, soyons honnêtes, c'est souvent des choses que j'enseigne aussi en cours, donc en général, les recherches sont déjà faites, sauf cas exceptionnels. Mais il y a ce travail, mais surtout, il faut le mettre à la forme Twitter, c'est-à-dire qu'il faut expliciter tous les concepts, faut que je m'adresse à des gens qui sont certes un public un peu éclairé, mais c'est pas un public de fac, c'est pas des gens à qui je peux se dire, si vous savez pas, vous avez qu'à regarder dans votre manuel. Donc, il y a tout un travail d'explicitation des concepts, de lever des présupposés, qui demande du travail, qui oblige à penser une autre langue. Et puis, il y a cette écriture Twitter qui est quand même assez particulière et qui change complètement de l'écriture académique. Cela dit, je reste convaincue de la nécessité de faire ce travail, d'abord pour, comme je le disais, lutter contre l'omniprésence d'une non-histoire réactionnaire dans l'espace public français, et je pense que la France n'est pas le seul pays concerné, et puis aussi parce que je pense qu'il faut absolument vulgariser le savoir scientifique, que pour le capital scientifique et historique, il en est de même que pour le capital économique, il n'y a pas de ruissellement qui vaille. Ça ne passe pas tout seul. Et que si l'on veut que nos recherches ou que les recherches de nos collègues soient diffusées, eh bien, il faut qu'il y ait des passeurs et que les chercheurs, par ailleurs les enseignants-chercheurs, parce qu'on a quand même des espèces d'habitudes de pédagogie, sont de bons passeurs de ce savoir scientifique et que ça fait partie de nos missions finalement en tant qu'intellectuels payés par l'État, que de travailler à cette diffusion du savoir scientifique auquel nous contribuons par ailleurs par nos travaux. Voilà, j'ai forcément été rapide, il y aurait beaucoup plus à dire sur la place des historiens et des historiennes sur Twitter, sur la façon dont je travaille, mais j'espère que ça vous aura intéressé et que j'aurai l'occasion d'en discuter peut-être plus dans d'autres occasions avec vous. Merci beaucoup de votre attention et peut-être à une prochaine.